troisième épisode de web série DMI. Donc on va peut-être commencer là maintenant, tout doucement. Au niveau des recommandations, on vous prévient que ce webinaire est enregistré. On vous demande de bien vouloir indiquer le nom de votre établissement, en plus le nom du participant. Ça permet quand même quand on vous donnera la parole, de pouvoir bien vous situer. D'éteindre votre micro pour éviter les bruits de parasites. D'allumer votre caméra uniquement lorsque vous prenez la parole pour ne pas surcharger la bande passante. On a donc de réelles difficultés actuellement, en particulier avec, si vous l'avez su, une cyberattaque au niveau du ministère, enfin des ministères, dont le ministère de la Santé. Et donc, la bande passante est parfois difficile. Vous nous excuserez s'il y a des coupures ou micro-coupures, mais on va essayer de croiser les doigts pour que tout se passe bien. Vous pourrez utiliser l'option lever la main si vous souhaitez intervenir. Et utilisez aussi le module questions-réponses si vous avez des questions ou des difficultés techniques. Les questions, en fait, feront l'objet d'une modération priorisation au regard du nombre important de participants. On attend donc à peu près 300 participants. Donc, vous voyez que il nécessitera d'avoir cette modération priorisation. Et de toute façon, les réponses vous seront apportées lors des temps d'échange. Diapositive suivante. Alors, bonjour à tous, Mélanie Chacou, au Midi de Bretagne. Merci de vous être connectés. Rapidement, avant de laisser la parole, en fait, aux intervenants enfin, ah, il y a un problème de son? Non. Donc, rapidement, un petit point sur la réglementation. Comme vous le savez, le règlement européen prévoit que les établissements de santé enregistrent et conservent de préférence par des moyens Alors, électroniques excusez-moi, donc j'ai été coupée. Euh, l'IUD des dispositifs médicaux implantables de classe 3 et qu'il est laissé en fait à la discrétion des États membres d'exiger qu'ils le fassent pour d'autres dispositifs. Pour mémoire, on vous a remis le calendrier de mise en œuvre des fabricants pour apposer sur leur étiquette et conditionnement l'IUD et se mettre en norme avec la réglementation européenne. Donc, ça à titre indicatif. Vous savez qu'il a été revu, notamment avec la crise sanitaire, ce calendrier, et que les DM qui sont anciens certificats Commission européenne, donc les Legacy Devices, ne sont pas tout à fait concernés par ce calendrier, puisque les DMI de classe 3, à l'exception des sutures, agrafes, etc., ont jusqu'au 31 décembre 2027 pour se mettre aux normes, et les autres fournisseurs des autres DMI qui sont des Legacy Devices ont jusqu'au 31 décembre 2028. La mise en œuvre et les modalités de mise en œuvre au niveau de la France de ce règlement européen est telle qu'il s'applique aujourd'hui aux dispositifs médicaux implantables qui sont soumis aux règles particulières de traçabilité prévues à l'article R 5212-36 du Code de la santé publique. Il s'agit donc de l'ensemble des dispositifs médicaux implantables autres que la classe 3, à l'exception des ligatures, sutures et dispositifs d'ostéosynthèse. Il s'agit également de l'ensemble des DM qui sont inscrits sur la liste intra-GHS pour laquelle il est attendu un enregistrement de l'IUD-ID qui sera transmis à l'ATIH par le biais du PMSI. C'est une application à l'arrêté du 22 décembre 2021. Toujours s'agissant des modalités de mise en œuvre, on s'attend à ce que dès que l'identifiant unique des dispositifs médicaux implantables ont un IUD sur leur étiquette ou sur leur conditionnement, celui-ci soit enregistré dans le système d'information de l'établissement de santé à chaque étape du circuit des dispositifs médicaux implantables. Donc, en ce qui concerne les modalités de mise en œuvre, comme vous le savez, les moyens doivent être les moyens nécessaires pour la mise en œuvre de cet arrêté sont sous la responsabilité de la direction, conjointement avec le président de CME. Et les données de traçabilité, en fait, sont partagées dans le cadre d'une interopérabilité entre les différents composants du système d'information en temps réel, à l'aide d'un système d'identification et de saisie automatique qui contribue en fait à la sécurité sanitaire, à l'information du patient et à la remontée de données, que ce soit au niveau local, au niveau régional ou, le cas échéant, au niveau national.
Aujourd'hui, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est le référencement. Et donc, vous le savez très certainement, dans l'article 10 de l'arrêté du 8 septembre 2021, il est question que la direction fasse procéder à une étude des risques encourus par les patients liés au circuit des dispositifs médicaux implantables, notamment en ce qui concerne le référencement d'une nouvelle gamme de dispositifs médicaux implantables, et que dès cette étude, suite à cette étude, elle veille à l'élaboration de procédures ou de modes opératoires en intégrant les différentes responsabilités. Donc, cette étude, elle fait l'objet d'une concertation préalable avec le président de la commission médicale d'établissement ou de la conférence médicale d'établissement. Elle porte à minima sur les risques pouvant aboutir à un événement indésirable, une erreur ou un dysfonctionnement à chaque étape du circuit des DMI ou à un défaut de traçabilité à chaque étape du circuit des DMI. Elle doit comprendre les dispositions qui sont prises pour réduire les événements jugés évitables avec une attention particulière pour les risques majeurs liés à l'absence d'informatisation des processus ou d'interopérabilité des composants du système d'information des établissements de santé, ainsi que pour les risques d'interruption du processus de traçabilité à la sortie du patient. Et elle est à réactualiser, notamment lors de la réalisation d'une nouvelle activité, de la transformation d'un platé technique, lors de l'évolution du système d'information ou du référencement d'un nouveau DM. Donc, quand on parle de référencement, et notamment article 15 de l'arrêté du 8 septembre 2021, on entend notamment l'ensemble de la liste des dispositifs médicaux implantables dont l'utilisation est préconisée dans l'établissement de santé, qui a fait l'objet d'une validation en commission médicale d'établissement et qui constitue ce qu'on appelle la base référentielle des DM et qui donne lieu à une fiche produit pour laquelle il est attendu un certain nombre d'informations, notamment l'IUD-ID, dès lors qu'il est disponible, on l'a dit, sur l'étiquette ou sur le conditionnement, le nom et la dénomination commerciale du dispositif médical implantable, la dénomination selon la nomenclature de référence en vigueur, le nom du fabricant, la référence ou le numéro de catalogue du fabricant, les dimensions cliniques et le cas échéant, le nom du distributeur et la référence ou le numéro dans le catalogue du distributeur. Et à partir de cette liste de références, en fait, il est possible de définir les dispositifs médicaux qui vont intégrer les dotations, si dotation il y a dans un service utilisateur, de prévoir des formulaires de demande de dispositifs médicaux implantables et d'organiser en fait la commande vers l'APUI et vers le fournisseur. Donc, je vous propose maintenant qu'on laisse la place au retour d'expérience. Je vais arrêter mon partage d'écran et je vais laisser la parole au docteur Abir Petit du Centre hospitalier universitaire d'Amiens. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Alors, je voulais tout d'abord remercier toute l'équipe de l'Omédite Hauts-de-France de m'avoir sollicité aujourd'hui pour me permettre de partager avec vous notre expérience par rapport à notre démarche initiée au sein du CHU sur la mise en place de l'IUD dans notre référentiel produit, donc la GEF, via la CIODM. Et donc, c'est, comme on l'a déjà dit, c'est une étape nécessaire dans la sécurisation du circuit des dispositifs médicaux implantables. Cependant, pour comprendre notre démarche, il me semblait très important de vous présenter d'abord notre structure et notamment notre plateau technique, ainsi que notre activité chirurgicale, à partir de laquelle va découler toute l'activité pharmaceutique et derrière et la sécurisation du circuit des dispositifs médicaux implantables. Alors, pour rappel, le CHU d'Amiens est un des deux établissements universitaires de référence et de recours de la région Hauts-de-France, avec des missions de soins, d'enseignement et de la recherche d'innovation. Le CHU Amiens est l'établissement support du GHT Somme Littoral Sud, qui est composé de 10 établissements de santé. Et aussi, il est associé aux 4 autres GHT de l'ancienne Picardie, coordonnés par les centres hospitaliers de Creil-Senlis, Beauvais, Saint-Quentin et Compiègne. Je vous ai présenté ici le nombre d'agents hospitaliers. Cela, c'est très important pour vous montrer d'une part que rien qu'au sein du plateau technique opératoire et interventionnel, il y a plus de 300 agents hospitaliers, IBOD ou MAR, ainsi que 200 médecins qui évoluent. Et donc, en termes de formation, c'est quelque chose de très lourd à organiser et donc à maintenir au fil de temps. Alors, pour information, le CHU d'Amiens est en chantier depuis des années, donc c'est plus de 10 ans. Le chantier continue aujourd'hui, mais on commence à voir le jour puisqu'on est passé de 4 sites à 2 sites. Et aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau CHU avec des nouveaux locaux tout neufs. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Sur 1700 lits, lits et places, on a
1300 lits MCO qui sont tous centralisés donc sur le site sud avec une plateforme pharmaceutique logistique qui a été créée depuis 2012 et on a plus de 400 lits de chirurgie avec des places ambulatoires et surtout un espace accueil J0 pour les interventions chirurgicales et un plateau technique opératoire interventionnel qui est regroupé sur 2 étages sur le site sud. Alors, mais nous avons aussi une convention avec le privé sur le site de l'IOP pour la chirurgie ambulatoire d'ophtalmologie, notamment pour la cataracte, avec quelques chirurgies ophtalmiques qui sont maintenues au CHU et qui sont réalisées notamment pour la chirurgie ophtalmique complexe et les urgences. Donc, si on s'intéresse maintenant au plateau technique opératoire du CHU, donc nous avons 45 salles qui sont réparties de la sorte. Donc, un bloc opératoire de 33 salles opératoires. Donc, nous avons 15 spécialités chirurgicales, donc la chirurgie cardiaque, la chirurgie vasculaire, thoracique, orthopédique, plastique, urologie, gynécologie, digestive, pédiatrique, ORL, CMF, neurochir et ophtalmo. 2 salles césariennes, un plateau d'imagerie interventionnelle de 5 salles qui intègrent une salle hybride et 7 salles dédiées aux endoscopies, donc 3 salles avec anesthésie et tout ça est entouré de lits de soins critiques, donc 4 lits USC en SSPI. Et donc schématiquement, vous voyez par exemple sur le module, enfin sur le premier étage, on voit la ligne d'urgence vitale hein, donc, qui arrive avec donc l'axe rouge ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez donc la flèche, l'axe rouge. Et ici, donc, vous avez donc le bloc opératoire, donc sur le premier étage, composé donc de 20 salles, donc module 2 et module 1, avec donc l'USIC, donc l'urgence vitale, donc l'USIC, le bloc opératoire, avec donc les soins critiques tout autour et donc l'imagerie interventionnelle qui arrive juste là. La SSPI entre donc les 2 modules du bloc opératoire et le bloc obstétrical. Donc, sur le deuxième étage, nous avons donc le module 3, donc les 10 salles opératoires et ambulatoires, avec donc la SSPI et puis donc le secteur endoscopique, ainsi que l'USC et l'UMCA donc la chirurgie ambulatoire, enfin l'accueil pour la chirurgie ambulatoire. Alors, en termes d'activité, plus de 30 000 interventions chirurgicales par an, avec donc 10 000 séjours de chirurgie ambulatoire et des activités de recours comme la greffe rénale, le don d'organes, et ainsi que des interventions chirurgicales, pédiatriques, oncologiques et d'urgence. En termes de référentiel de DMI, nous gérons 5 000 références de DMI, dont 60% T2A et 70 000 DMI posés par an, pour la plupart, donc une vérification et un suivi des indications posées dans le logiciel des pays, donc DXCare. Donc, c'est une charge de travail colossale et chronophage pour cette activité donc, de dispositifs médicaux implantables. Alors, comment notre circuit informatique pour le circuit des dispositifs médicaux implantables a évolué donc, depuis 2007? Ce circuit il est informatisé donc, depuis 2007. Donc, cette informatisation, elle a démarré avec le logiciel Cedistock. À l'époque, pour tracer le circuit des DMI dans sa globalité, c'est-à-dire depuis la réception jusqu'à l'implantation, mais à l'époque avec un inconvénient, une double saisie de réception dans 2 logiciels, qui est donc Cedistock, le logiciel de traçabilité, mais également Mac2, qui est donc notre GEF et le logiciel maître du référentiel produit pour la commande et la facturation. Alors, en 2016, mais juste donc en 2012, donc ça va apparaître après, donc c'est une erreur, excusez-moi. En 2012, donc, nous avons créé notre plateforme logistique et nous avons installé notre WMS, donc le Gildas KLS, dans notre plateforme. Et on a défini une procédure unique de réception des DMI dans ce logiciel métier, donc le WMS, avec des développements des interfaces à partir donc de Gildas vers Cedistock et vers Mac2 et de Mac2 vers Gildas et vers Cedistock. Donc en 2016, entre 2016 et 2019, nous avons eu une volonté institutionnelle d'étendre l'informatisation du circuit DDM et à la gestion des stocks déportés du plateau technique opératoire et interventionnel,
puisque au sein de ce PTOI, nous avons des préparateurs en pharmacie hospitalière, avec une présence pharmaceutique avec des pharmaciens. Et donc, de ce fait-là, c'est quelque chose, on a supposé, être facilité par cette présence pharmaceutique au sein du plateau technique. Et donc, on a choisi à l'époque d'adapter le logiciel en place pour une question de coût. Alors, en 2020, le CHU Amiens a participé à la phase pilote des GOS, pardon, avec un premier contrôle des codes barres non conformes à la réception qui a été réalisé au sein de la PUI. Donc, travail très long et très chronophage. En 2021, donc, on s'est vraiment essoufflé avec des difficultés pour concrétiser en fait la mise en place de Gildas au sein du plateau technique opératoire et interventionnel, avec la complexité des interfaces à déployer, d'autant plus dans un contexte de transformation des éditeurs, par exemple le CEDIA qui a été racheté par Cegidim, et puis KLS, donc groupe KLS qui s'est transformé et qui est devenu KLS Médical. Bien entendu, pendant cette période, les objectifs et les priorités donc, de ces éditeurs ne sont plus les mêmes et il faut aussi s'adapter à cette évolution. Alors en 2022, donc 2022-2023, après la crise, donc on a essayé tant bien que mal de relancer le projet qui a été impulsé par l'intérêt économique attendu et surtout par l'évolution réglementaire puisque on a voulu, suite à l'arrêté donc de septembre, voir comment on peut intégrer l'interopérabilité via l'UDID. Et puis donc, on l'a déjà dit, avec l'obligation de remonter donc les intra-GHS, donc les DMI intra-GHS par l'IUD depuis mars 2022. Et puis en même temps, des contrôles, des codes barres à non plus finir à la réception, travail très chronophage. Et donc voilà. Alors, maintenant qu'on a fixé le contexte, donc voici donc un extrait de notre cartographie du système d'information qui comprend tout le circuit des dispositifs médicaux implantables. Donc, cette cartographie, elle a été réalisée donc toute récente, donc en août 2023. Donc, concernant les logiciels institutionnels, donc nous avons deux, donc le DPI, c'est DXCare, et puis donc la GEF pour la facturation, c'est MAC2. Concernant les logiciels métiers qui sont implantés au sein du plateau technique opératoire et interventionnel, nous avons deux. Donc, tout d'abord, pour la gestion des interventions, pour le bloc opératoire, c'est DXblock, et pour tout ce qui est radiologie interventionnelle, c'est DXimage. La gestion des dépôts, les achats, des DMI, la traçabilité de pose d'implants et la demande de renouvellement d'implants, c'est dans le logiciel de traçabilité et de gestion de stock des DMI, c'est DStock. Et puis, donc, les logiciels métiers qui sont au sein de la PUI, donc ils sont multiples, hein. Donc, notamment MAC2 avec le référentiel DMI. Donc, c'est notre logiciel maître et c'est lui qui envoie les informations de notre référentiel à tous les autres logiciels métiers. Donc, nous avons intégré au sein du référentiel DMI la CIODM et ça sera l'objet de ma présentation derrière. Et donc, la validation manuelle de la demande de renouvellement de l'implant donc de ces stocks, ça c'est quelque chose qui est fait par l'API. Et donc, la validation automatique de la commande dans Gildas, c'est quelque chose qui, avec des interfaces. Validation manuelle de la commande dans Mac2. Cette validation manuelle de la commande dans Mac2 va générer un attendu de réception dans Gildas, qui est donc notre logiciel de réception et de gestion d'entrepôt à l'API. Et donc, le logiciel de pré-réception, réception, délivrance à l'API, donc c'est Gildas. Et après, donc, toute la partie accusé-réception, gestion des stocks, traçabilité, c'est d'e-stock. Donc, l'API a accès à tout le stock et la traçabilité de pose dans ces stocks, mais tout ce qui est action de traçabilité, c'est fait par le personnel soignant avec bien entendu des interfaces automatiques entre Cdstock, Gildas et Mac2. Ça veut dire qu'on ne ressaisit pas les commandes. Une fois que la demande elle arrive de Cdstock, d'accord, c'est juste un clic. Ensuite, le préparateur, il va contrôler, il va juste valider, il va mettre OK. Automatiquement, l'information va descendre dans Gildas. C'est, comment dire, transparent, on ne va pas le voir. Il va aller, donc la commande, elle est générée dans Mac2 et il va aller valider la commande dans Mac2. Et ceci va envoyer un attendu de réception dans Gildas.
Alors, pour schématiser, notre circuit informatique est mis en dépôt permanent et en achat. Donc, voici donc ici le fournisseur à la livraison. Donc, nous avons à la PUI ici, donc la pré-réception. Elle se fait dans Gildas sur le quai commun par des magasiniers. Donc, c'est une pré-réception obligatoire, hein, donc contrôle comment dire, des cartons, de l'emballage. Puis, donc, le dispositif médical implantable, il est acheminé au sein de la l'APUI. Il va y avoir une action de réception par des agents de traçabilité qui ne sont pas des préparateurs en pharmacie. Ce sont des agents administratifs qui vont faire cette réception dans Gildas, c'est-à-dire ils vont rapprocher donc le bon de commande avec le numéro de lot, la date de péremption par scannage, c'est-à-dire on va utiliser une scanette, un système d'acquisition des données ou SAD, donc pour faire donc ce rapprochement. Et puis après, donc on a rajouté une étape de délivrance, ce qui est recommandé par l'arrêté. Donc on a une étape de réception et de délivrance qui est faite par les agents de traçabilité à l'APU. Donc, le dispositif médical, il est acheminé vers le plateau technique. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est au moment où, par exemple, le rôle qui va transporter l'implant arrive à l'entrée du bloc, c'est l'accusé de réception du rôle qui, normalement, est composé de tel implant. Donc, cette étape-là, nous ne l'avons pas encore, mais ça fait des années qu'on est en train de travailler avec les éditeurs pour que cela se mette en place, mais je pense que ça va venir. Cependant, comme l'accusé de réception est fait par le PPH, il est fait en intra-bloc dans ces stocks. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est une sécurisation à partir du moment où que le PPH il a accusé réception dans ces stocks l'arrivée du DMI via une scanette. Donc, le rangement, il est fait et ensuite en salle, lorsque l'implant est posé, c'est le personnel soignant qui va enregistrer, donc qui va faire la sortie informatique de l'implant dans CD-Stock. Alors là, on n'utilise pas la scanette. Voilà, donc on a un travail à faire avec eux. On va utiliser un menu déroulant et on va chercher par numéro de lot, voilà, donc avec les risques d'erreur. Et cette opération va envoyer au DPI un document en PDF, ce qu'on appelle la carte implant que je vous présenterai derrière. Une fois que le soignant il a fait cette sortie, c'est lui qui va demander le renouvellement de l'implant ou pas. D'accord? Si c'est en dépôt, c'est un pour un, donc il va renouveler. Si c'est sur seuil, c'est la PUI qui va gérer cette notion de seuil. Et donc, c'est comment dire, le soignant, il va enclencher la demande et ensuite le préparateur, il va recevoir cette demande, mais il va recevoir une demande en plus, une indication, c'est-à-dire une fiche de traçabilité manuelle, puisque aujourd'hui, dans Cdstock, on est en train de travailler avec CGDIM pour intégrer la CIODM dans Cdstock de manière à ce qu'on puisse avoir les indications directement dans Cdstock et que cette indication soit visible par le préparateur et à ce moment-là, on va pouvoir supprimer les supports papier. Donc, c'est un travail qui est en cours avec Cdstock, mais aussi donc avec FAST. Alors, donc, on reçoit, le préparateur, il reçoit la fiche implant et puis il a la ligne de demande du soignant. Donc, il va aller vérifier cette traçabilité dans Cdstock, comme quoi l'implant avec tel numéro de lot a bien été posé à tel patient. Il va vérifier que sur l'ordonnance de traçabilité, nous avons bien l'indication qui est cochée. Il va donc, lui, ensuite s'occuper de sa commande, hein, donc de renouvellement, de la régularisation, et il transmet les ordonnances au pharmacien qui, lui, il va contrôler les indications dans Dexcare. Et donc, à partir de ces stocks, on gère aujourd'hui les extractions des fiches comptes, donc d'une façon automatique, et c'est quelque chose qui est géré par notre cellule de traçabilité qui est composée des agents administratifs. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les agents qui font de la réception, ils s'occupent de cette extraction et donc en lien avec les pharmaciens et avec les préparateurs en pharmacie.
Concernant le circuit informatique des DMI en dépôt temporaire, eh bien donc le mécanisme est complètement différent puisque donc la demande, elle arrive par le plateau technique, elle arrive donc d'une façon écrite puisque nos préparateurs sont sur place également. Souvent, elle arrive oralement puisque donc ils font partie complètement de l'équipe du bloc opératoire. Cette demande, elle est saisie pour 90% des cas dans Ascali. Donc, parce qu'aujourd'hui, on travaille, nous, avec Ascali et on encourage les industriels et Ascali, plus on a des demandes, plus on envoie Ascali de manière à dématérialiser donc nos demandes. Mais aujourd'hui, tous les fournisseurs ne puissent pas faire des commandes via Ascali. Donc, une fois que la demande elle est faite par Ascali, elle est envoyée au fournisseur. Le fournisseur, donc, il nous livre à la l'API donc l'implant. Il est contrôlé, donc, c'est un contrôle manuel. Donc, il n'y a pas une réception informatisée. Donc, c'est pour l'instant une réception non informatisée, contrairement à ce qui est donc obligé par la réglementation, hein, n'est-ce pas? Mais à mon avis, c'est quelque chose de très chronophage et très compliqué à mettre en place parce que quand on reçoit, par exemple, un dépôt d'ortho, c'est plus de 50 implants. Donc, il n'est pas possible informatiquement de faire des saisies, une réception informatique où, à mon avis, on va être bloqué à un moment donné par les logiciels parce que les logiciels sont-ils en capacité de faire cette réception? D'autant plus quand on demande un dépôt temporaire, ça veut dire que pour la plupart, les références ne sont pas existantes dans notre référentiel produit. Ça veut dire qu'il faut les créer en amont. Alors, on les crée en amont et ça veut dire si on ne les utilise pas, quel est l'intérêt? Voilà, donc c'est vraiment c'est une discussion, c'est quelque chose qui n'est pas encore clair et puis, à mon avis, très facile à mettre en place. Donc, on a une réception non informatisée et donc, le bon de livraison, il est rapproché quand même au bon de commande. Et puis, donc, il est envoyé donc, au niveau du plateau technique. D'accord? La pause, elle a lieu. Une fois que la pause, elle a lieu, donc, le soignant, il va remplir une fiche de traçabilité papier sur laquelle il va coller les étiquettes de traçabilité donc d'implant. Et donc, il va comment dire, transmettre cette fiche au préparateur en pharmacie qui, lui, si l'implant il est créé dans notre référentiel, il est rattaché au marché, il va pouvoir faire sa régularisation et donc il va faire la démarche inverse, c'est-à-dire c'est lui-même, là, c'est le seul cas où c'est lui qui va donc faire la traçabilité dans ses 10 stocks et cette traçabilité va générer dans Dixir la carte implant. Ou bien donc l'implant n'est pas créé dans notre référentiel et à ce moment-là, il va nous demander de faire une création et à ce moment-là, on crée le produit et il reprend en fait la démarche donc par la suite. Alors, je passe vite, donc on l'a déjà rappelé, donc l'enregistrement de l'IUD dans les établissements de santé, il est obligatoire, que ce soit par le règlement et par l'arrêté, et notamment pour les dispositifs médico-implantables de classe 3. Alors, comment le CHU Amiens a initié la démarche de sécurisation de son référentiel produit? Alors, donc, l'arrêté de septembre, donc en mars 2022, donc, on a fait une réunion de démarrage pour l'application de l'arrêté. Donc, il y a eu une nomination du RSMQ avec une rédaction de fiche de poste. Bien sûr, aucune ressource humaine supplémentaire n'a été dédiée. Donc, application à moyens constants en lien avec un interne en pharmacie. On a eu la chance qui a fait donc, ceci a fait l'objet de sa thèse. On a constitué un groupe de travail de pilotage pluridisciplinaire dans lequel il me paraît très important d'intégrer le référent et avoir un référent DSN de manière à travailler donc sur l'IUD. Voilà. Et notre solution cible, donc, comme je vous l'ai dit, donc notre référentiel produit MAC2, donc le référentiel catalogue. Et donc aujourd'hui, nous avons la signature des commandes en MAC2 et puis donc l'envoi par voie dématérialisée des commandes vers les fournisseurs via Hospitalis. Donc l'interface de catalogue MAC2 vers Gildas. Ce qu'on voulait mettre en place, le Gildas déporté dans les stocks déportés, donc une interface en temps réel, mais aussi donc l'interface du catalogue vers ces 10 stocks pour la traçabilité patient. Et puis, bien entendu, comme aujourd'hui c'est le cas, la génération de la carte implant DXCare et puis donc l'envoi de l'IUD. Donc, sur la carte implant l'IUD, l'envoi donc au DMP et puis
l'extraction des fiches comptes, l'extraction des intrants-GHS à partir des IUD et l'extraction des indications donc à partir de ces stocks d'une façon automatique pour ne pas être exhaustif. Et donc, voilà, aujourd'hui, et donc avec la mise en place de l'ACI-ODM dans MAC2, voilà, donc pour avoir l'IUD, la mise en place de l'ACI-ODM dans Gildas à la réception pour avoir le même référentiel produit et également la mise en place de l'ACI-ODM au niveau de Cdstock pour avoir le même, le même référentiel et surtout les indications de manière à faire des extractions automatiques. La situation à ce jour, bon, on a quand même avancé, hein, parce que ça fait quand même quelques années qu'on est dessus et on se demande si on n'avait pas intérêt quand même à attendre parce qu'on était quand même, on avance peut-être et puis que les choses ont avancé et on a des comment dire, des outils avec des éditions qui ne peuvent pas évoluer ou qui nécessitent un financement ou voilà, donc qui nécessitent donc qui ne sont pas dans le modèle standard et qui nécessitent donc des modèles spécifiques et ça veut dire un financement. Donc aujourd'hui, on a la CIO dans Mac 2. Donc aujourd'hui, à partir de Mac 2, on signe les commandes et puis l'IUD, il est envoyé via Hospitalis au niveau des commandes, mais je vais vous expliquer l'avantage et l'inconvénient de cette organisation parce que tout le reste ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'IUD n'est pas dans Gildas, enfin, je vais vous expliquer comment. Il n'est pas dans Gildas, il n'est pas dans Cdstock, il n'est pas sur la carte implant. Et aujourd'hui, je ne peux pas faire des extractions automatiques à partir de Cdstock puisque cette information-là n'est pas dans Cdstock. Alors, voici un exemple de notre fiche implant qui est donc générée à partir de Cdstock et que l'on retrouve dans DXCare. Donc, à ce jour, l'IUD n'apparaît pas sur la fiche, mais on est en train de travailler avec CGDIM pour que cette information puisse apparaître. Et puis, on attend que en fait, le champ soit complété dans Cdstock, puisque aujourd'hui, le champ, il figure bien dans Cdstock, mais il n'est pas rempli. Voilà. Donc, ce n'est pas un problème qui est lié à CGDIM, c'est un problème qui est lié en amont de CGDIM. Voilà, donc problème d'interface de Mac 2 vers CGDIM, vers Cdstock. Alors, concernant tout d'abord le référentiel produit, donc voici donc notre fiche produit. Donc, on en a parlé tout à l'heure. Notre fiche produit, donc Mac 2, et voici donc un extrait donc de la fiche produit CIODM. Donc, on a choisi dans notre fiche produit, nous, de garder notre nomenclature et ne pas utiliser donc le libellé qui est fourni via la CIODM parce que c'est un libellé qui n'est pas standardisé et qui est fait par les fournisseurs. Voilà, donc nous avons mis en place une nomenclature interne sur 3 libellés produits. Le premier libellé, donc, c'est la classe. C'est le libellé, c'est notamment, par exemple, le libellé dans notre appel d'offres. Là, en l'occurrence, si je prends l'exemple de l'électrode vectrice compacte, donc le libellé 1, il correspond à l'électrode percutanée pour neurostimulation médulaire. Le libellé 2, donc, on met donc là la DCI, en l'occurrence vectrice compacte, parce que les services, il a fallu qu'on trouve un standard qui soit compréhensible par les soignants aussi, parce qu'il ne suffit pas que de faire un standard que pour l'API, il faut le partager avec les soignants, et ça c'est important. Donc la DCI, donc il parle en DCI, mais aussi avec des caractéristiques importantes qu'on définit avec les utilisateurs. Donc là, en l'occurrence, on a mis la longueur et puis le nombre de plots avec donc la référence. Et donc celui-ci, donc il est appairé. Donc nous avons le code CIODM. Ça veut dire que c'est un code qui a été appairé. Ça c'est important parce qu'il n'est pas appairé. La mise à jour automatique ne se fait pas. Donc il est important que cette mise à jour, que cet appairage ait lieu. Et puis après, donc on va descendre donc des informations de type la M21 et la NCHFS. Sur la page suivante, nous avons donc la Cladimed qui est toujours incrémentée, bien que ce n'est pas la classification donc, officielle aujourd'hui, c'est plutôt la classification EMDN. Sachez que FAST,
il a dans ses fiches la classification EMDN. C'est un travail à faire en interne avec les éditeurs pour que nous, on importe plutôt l'EMDN dans notre case ATC plutôt que la classe Cladimed. Voilà, et donc ce qui est important, c'est que nous avons cette information facturable T2A avec les dates qui viennent automatiquement de ces de FAST, pardon. Si ce CDMI est un intra GHS, il aurait pu être coché avec les dates, donc du jusqu'au, et puis donc l'appairage. Donc si j'appuie sur l'appairage du produit avec la CIO, donc je vais arriver donc sur cette page où donc j'ai ce libellé produit-là avec la classification Cladimed, facturable T2A oui, intra-GHS non, et donc la classification 1821 M21, et puis donc le code LPPR qui, lui, il va être mis à jour automatiquement à partir donc de FAST. Et puis, on a tous les codes IUD, ID qui sont sur la fiche FAST. Et là, en l'occurrence, pour ce code-là, j'ai fait exprès, nous avons une dizaine. Alors voilà, donc si on comprend, si on regarde donc ces IUD, donc dans la fiche FAST, nous en avons 10, et les 10, ils viennent s'incrémenter à la queue leu, là, donc de la même façon, dans MAC2. Alors, à l'époque, quand on a commencé à réfléchir sur l'intégration de cette interface dans MAC2, on ne pensait pas qu'un DMI pouvait avoir plusieurs ID. Et donc, on pensait qu'un seul IUD, et là, ça a tout un sens, puisque s'il n'y a qu'un seul IUD, à ce moment-là, il n'y a que lui qui va pouvoir être choisi, et c'est lui qui va être envoyé via la commande. Aujourd'hui, quand je peux recevoir un implant avec le premier code IUD, mais je peux aussi recevoir un autre jour avec un autre code IUD et lequel prendre. Et aujourd'hui, comme on a mûri la réflexion, on considère aujourd'hui que l'IUD, c'est une donnée, il doit être géré comme une donnée labile, c'est-à-dire pas une donnée fixe. Il doit être géré comme un numéro de lot ou une date de péremption, et c'est celui qui est lu à la réception qui doit être pris et qui doit transiter entre les logiciels, les différents logiciels à chaque étape du circuit. Alors, si je prends donc le premier IUD là, donc voilà, à la réception à ce jour, donc je reçois donc la même électrode et donc c'est l'IUD qui n'est pas tracé à la réception à l'API. Donc je scanne ce code barre qui est normé, hein, donc tout va bien. Et on voit bien que en fait, dans Gildas à la scanette, OK, le code IUD, il est bien lu, d'accord? Il est bien lu, il est affiché dans Gildas au même titre que le numéro de lot, mais ne remonte pas dans CDStop. Et après un multiple travail, ça fait 2 ans qu'on est en train de travailler avec KLS de manière à ce que l'IUD, cette information-là qui est affichée dans Gildas, remonte dans CDStop puisque j'ai la case maintenant de l'IUD dans CDStock. Eh bien, j'ai une réponse. La gestion des IUD est gérée dans notre standard actuel. Cependant, cela nécessite de migrer vers une version plus haute, car cela ne peut pas être actuellement réalisé en spécifique. Ça veut dire que nous, comme on a une version de Gildas qui date de 2012, elle était spécifique. Or, aujourd'hui, ils sont une version standard. C'est quelque chose qui est intégré dans leur version standard, puisque ça a évolué et donc ils ont eu le temps de l'intégrer. Mais sauf que moi, j'ai une version ancienne et que je suis obligée de payer. Et là, je ne peux pas voir le jour de cette évolution-là avant même fin 2025. Alors, la phase pilote, donc je voulais vous présenter quand même quelques résultats par rapport au travail qui a été fait à la réception. Donc, pour contrôler la conformité des IUD, donc c'est un premier travail qui a été fait de février à mars 2020. Donc, on a réceptionné sur 2 mois, enfin sur un mois, pardon, sur un mois, donc 3000 lignes réceptionnées. Et on voit quand même qu'à l'époque, hein, on n'a que 0,5% de code barre qui sont non lus sur l'ensemble des DMI réceptionnés. Voilà, donc on avait déjà évolué par rapport à ça et on a quand même une capacité de lecture donc de code barre qui était quand même euh, confortable. Et donc, on n'a que très peu de code barre qui n'étaient pas lus et qui étaient saisis manuellement.
notamment pour des codes barres non normés et pour les kits à l'époque. Et donc, toutes ces anomalies ont été remontées aux éditeurs de logiciels pour correction. Alors, entre deux, donc fin 2022, donc Europharmat a travaillé avec la DGOS et a élaboré donc une fiche de recueil de non-conformité des IUD, hein, et que vous pouvez retrouver donc sur le site donc d'Europharmat. Et donc, sur cette fiche de recueil, euh, on a donc le nom du signalant que vous pouvez donc adresser à la DGOS, le lieu de survenue de l'incident, si c'est indiquer le logiciel de l'API, le logiciel du service utilisateur, l'interopérabilité des systèmes d'information et surtout, donc, par rapport aux problématiques, à la problématique, ce qui a été fait, c'est un travail qui a été fait énormément. Et puis, Lille, je travaille beaucoup avec Anne-Françoise, ma collègue Anne-Françoise Germe, qui est vraiment à la pointe donc, de connaissances sur l'IUD et on a réussi à sortir quand même un tuto concernant quelques anomalies, hein, qui concernent l'IUD pour aider les établissements justement à cibler donc les non-conformités et à pouvoir les remonter au niveau de la DGOS. Donc je ne veux pas les détailler, mais notamment par exemple l'absence de code barre, l'absence d'informations de l'IUD lisibles par l'homme sur le conditionnement, le non-respect des normes, le non-respect de la syntaxe des normes, etc., etc. Et donc, fin 2022 à février 2023, on a relancé en fait donc l'étude de non-conformité de l'IUD à la réception à l'API. Vous voyez, donc c'est très chronophage. On voit bien quand même qu'il y a une amélioration. Donc, on a 68 fiches de non-conformité qui ont été relevées, avec donc 44 codes barres normés mais non interprétables par le logiciel. Ça veut dire que faire? Donc, on les a déclarés à Cdistock, qui lui peut se mettre en relation avec les éditeurs, avec les fournisseurs pour les mettre en conformité, ou lui, il peut, dans son PUC Cdistock, dans son PUC Cedia, pouvoir donc les intégrer. Et donc, nous, on peut, c'est ça l'intérêt en fait du PUC Cedia, c'est qu'on peut paramétrer en fait la lecture du code barre en fonction de ce qui est lu dans la douchette. Et c'est quelque chose qui est faisable et paramétrage au moment où on va faire une saisie, une première saisie du code barre à la réception. 13 identifiants du code barre qui ne sont pas normés, donc non-respect des normes. Donc là, on a fait une déclaration de matériaux-vigilance. Donc je vous encourage à faire des déclarations de matériaux-vigilance, hein, donc, et on les a déclarés à la DGOS. On a également des identifiants qui ne sont pas normés avec non-respect de la syntaxe, pareil, et puis absence de l'IUD sur un niveau de conditionnement. Mais je vous rassure qu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse ni de la DGOS ni des fournisseurs. Donc, avec tout ça, l'IUD est non interprétable à ce jour entre Gildas et Cdistock. Donc, vous voyez pour donc, ma sonde vectrice, bien sûr, donc l'IUD, il figure, mais il est vide. Cependant, l'IUD, il figure dans Cdistock lorsque je fais une entrée directe dans Cdistock. Alors, aujourd'hui, on se pose la question de savoir, ne faut-il pas changer donc notre interface et notre réflexion de saisie d'entrée des produits et pourquoi pas ne pas faire une entrée directe dans ces stocks de manière à ce que l'ID remonte directement au niveau donc de la fiche implant. Alors, donc plusieurs contraintes et freins qui freinent l'avancée des travaux. Donc, vous voyez bien qu'on a plusieurs systèmes d'information, plusieurs logiciels métiers, et il faut intégrer l'IUD dans chaque logiciel. Il faut que l'information de l'IUD soit chaînée, et donc il faut nécessaire d'avoir le référentiel FastCUD pour aider. Alors que ce soit pour les indications, que ce soit également pour la lecture donc, des codes barres, etc. Et puis donc l'inertie et la lenteur, parce qu'il y a une difficulté donc et d'implication au sein de la DSN, il est primordial. Il est primordial quand on démarre ce type de projet que nous ayons un référent informatique qui puisse comprendre et qui puisse avoir le temps de faire des demandes auprès des éditeurs, auprès des fournisseurs, etc. Et aujourd'hui, moi, je n'en peux plus, hein. Franchement, à chaque fois quand je vous fais une présentation, je vous dis que j'en peux plus. Et franchement, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que le sujet il est porté aujourd'hui par la PUI, alors qu'il devrait être porté par l'établissement. Et pourquoi pas avec un ensemble de CHU pour confronter les avancements. Et puis la latence des évolutions des logiciels et le manque de lignes directrices claires. Donc, on attend quand même le guide des GOS.
et puis les interfaces et les outils de traçabilité qui sont très complexes à mettre en place. Et puis les comités de pilotage ne sont plus maintenus dans le temps. Aujourd'hui, il y a plus de, ils sont plus, il n'y a plus de volontariat et puis ils sont usés. Donc ils sont très fatigués et puis ils voient que ça n'avance pas. Donc ils s'impliquent beaucoup moins. Alors, donc les perspectives et les points en suspens. Donc, on est en train de voir pour étudier donc les tags RFID, alors en parallèle. On va, comme je vous l'ai dit, on va étudier le changement des interfaces avec pourquoi pas réception à l'API directement dans ces stocks. Et puis, on attend les résultats de la phase pilote des GOS. Donc, voilà. Pour nous, ça va être, je pense, un levier pour aider les établissements à simplifier leur système d'information dédié au circuit. Et puis, on attend le guide des GOS. Et puis, surtout, l'enjeu des ressources mobilisables, que ce soit au niveau de la DSN, que ce soit aussi au niveau de la pharmacie. Le problème aujourd'hui au niveau de la pharmacie, c'est qu'on n'arrive même pas à trouver des pharmaciens candidats. Donc, il y a des postes vacants partout. Donc, je profite donc de ce webinaire pour lancer la demande. Donc, nous sommes à la recherche donc de pharmaciens et nous avons des postes vacants justement pour travailler sur le projet. Je vous remercie pour votre attention. Oui, donc merci au réseau Médit et notamment Mélanie à l'Omédit de Bretagne de m'avoir proposé de discuter sur notre projet, enfin sur notre mise en place d'une optimisation du circuit des DMI à la clinique du Terre. Euh, donc je suis accompagné par Nicolas Guillaume qui est notre responsable de bloc et responsable de production en stérilisation aussi. Donc on a beaucoup travaillé ensemble sur ce projet. Pardon. Je te laisse présenter avec lui. Oui. Alors moi, il ne l'a pas présenté, mais je suis donc e-bod de formation. Et donc j'ai longtemps été en salle avant de passer sur des missions de manager ou de logisticien au sein de cet établissement. Donc la clinique du Terre, une clinique privée qui a eu plusieurs rachats, et donc anciennement Elsan le plus récent, puis un changement d'actionnariat, un rachat en 2019 avec la création d'un GCS qui est un groupement de coopération sanitaire de droit privé. Donc c'est un GCS qui est peu commun puisque habituellement c'est de droit public et nous c'est de droit privé. Donc l'actionnariat c'est 90% l'actionnaire est le GHBS, donc le groupement hospitalier de Bretagne Sud-Lorient, et ensuite la 10%, donc c'est une association de praticiens libéraux. Et c'est ça qui permet d'être privé, en fait, Oui, tout dans à le fait. statut. Donc c'est un établissement de taille modeste, donc 122 lits et places, et on fait 80% d'ambulatoire. Sur notre établissement, on a quand même deux plateaux techniques. Le bloc troisième étage, l'ancien bloc qui a été donc converti en bloc de soins externes d'hospitalisation, en fait, donc de petites chires de local, donc les IVT, de l'angiologie, de l'ORL, de la dermato et d'exploration fonctionnelle, tout à fait. Et le plateau technique principal au premier étage avec 11 salles d'intervention, dont une salle d'endoscopie où on fait essentiellement de l'orthopédie, de l'ophtalmo, du thoracique, du vasculaire, du digestif, de l'ORL, de l'extraction dentaire. Cela représente approximativement 10 500 interventions en 2023 avec presque 11 000 DMI tracés, dont 4 600 implants, enfin lentilles intraoculaires. Voilà pour la présentation. Alors, en termes de projet, en fait, là, je vous ai fait une matrice SWOT très sommaire pour, pour cadrer un peu, enfin, pour contextualiser. En fait, donc on a eu un levier fort interne qui était le passage au forfait GHS public, en fait, qui nous a permis d'avoir une capacité d'investissement rapide, alors que ça faisait des années et des années qu'il n'y avait plus rien d'investi parce qu'on était un peu moribond. Donc ça a été vraiment un levier fort qui nous a permis de faire des choses qu'on ne pouvait plus faire avant. Et on avait notamment un DPI qui était complètement obsolète, il n'était pas maintenu. Il y avait l'arrivée proche de l'INS à intégrer à tout ça. Et en fait, notre version n'était pas en mesure de l'intégrer. Donc on était forcément voilà, contraint de changer notre DPI de toute façon. Soit passer sur le même, mais une version bien plus récente,
euh, soit complètement changé. Et puis, on avait une insatisfaction des utilisateurs sur ce DPI, donc vraiment, on avait une volonté de la direction de changer et les moyens de le faire, donc c'était plutôt sympa. Euh, Évidemment, au niveau DMI, on a le règlement DM qui a été publié, l'arrêté DMI également, et puis quelques outils du réseau Medit, notamment la cartographie interopérabilité sur le système information, qui m'a notamment permis de faire un avant-après et de convaincre en fait un peu plus la direction sur certains points. Au niveau des freins, c'est surtout on a choisi de tout faire en même temps, puisqu'on a changé le DPI, on n'a pas changé GAP, GEF, tout ça. Je vous montrerai, on a fait un seul logiciel, mais on a quand même beaucoup travaillé dessus. C'est essentiellement le sujet d'aujourd'hui d'ailleurs sur la base de données. Et, donc on n'a pas changé le logiciel, mais on a quasiment refait toute la base. Euh, on a changé le DPI et puis on a intégré iTrace pour faire le lien entre les deux. Et donc enfin, il a fallu travailler sur tous les fronts en même temps. Mais avec une priorité qui était quand même la modernisation du DPI. Donc des fois, ça a été compliqué de faire enfin, de convaincre en tout cas sur certains choix qui alimentaient notre nécessité et nos contraintes, nous, en pharmacie. Et puis un dernier frein que je voudrais évoquer, c'est par rapport à iTrace enfin, qui a son propre serveur de données. Et ça, c'était un problème parce que nous, on dépend de la direction des soins du service informatique du GHBS, donc de l'hôpital, qui a une politique plutôt de référencer ses propres données, d'héberger toutes ces données, je veux dire, de santé. Et donc, ça posait un problème, enfin, une contradiction dans leur politique de sécurité. Donc, bon, le fait qu'on était clinique un peu à part, malgré tout, ils ont accepté de ce projet-là et donc ça nous a permis d'avancer. En termes de démarche projet, donc on a fait des choses assez classiquement. On a d'abord fait une carte applicative. On a recensé nos logiciels, les absences et les doublons de tâches. En fait, on avait énormément de retranscription ou de recréation même du patient à certaines étapes. Donc, depuis la consultation des médecins qui sont libéraux, donc pas intégrés dans nos logiciels et choses comme ça. Donc, c'était très compliqué avec chacun, même dans une même spécialité, ils avaient plusieurs logiciels, enfin des logiciels différents, donc, et pas de volonté d'intégrer. Donc, c'était compliqué. On recevait des papiers, il fallait après ressaisir dans notre système. Donc, il y avait beaucoup d'étapes comme ça. Donc, on les a toutes décrites, on les a repérées et essayé de trouver des solutions pour les supprimer et avoir une information qui serait saisie une seule fois, et notamment sur le patient, et qui continue sur tout le séjour ensuite. Rapidement pour nous, euh, on avait plusieurs logiciels, mais ça restait encore assez simple et on a simplifié encore. On a Sigems pour le stock en pharmacie, pour la GAP, la gestion des patients, pour la GEF au niveau financier. C'est le même logiciel de chez Berger-Levrault. Au niveau du DPI, on avait IMED à l'époque et on est passé sur Expertise Santé, qui est aussi Berger-Levrault, parce qu'entre-temps, ils se sont rachetés entre eux. Et puis, donc, on avait Optime Prothèse pour gérer les prothèses, mais qui était interfacé avec aucun des logiciels qu'on avait ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'on avait aussi des retranscriptions, enfin des recréations de patients assez ubuesques, on va dire. Et pour finir, même au niveau de Sigems, stock, en fait, on avait plusieurs bases qui communiquaient pas entre elles. Donc, on avait une base pour la pharmacie, médicaments DM, classiquement, ou DMI en achat, mais les DMI en dépôt ou en prêt étaient gérés dans une autre base, et donc ça communiquait pas ensemble. Voilà. Donc ensuite, deuxième étape, c'était de décrire tous nos circuits. Je vais vous faire un petit topo après. Depuis les consultations, enfin, pardon, on a fait des consultations aussi de différents éditeurs. On les a mis en concurrence, en gros, et puis on a regardé en termes de tarifs, mais aussi en termes essentiellement de fonctionnalités. Et puis on a visité certains sites pour pouvoir bien choisir en priorité, comme je vous disais, le DPI. Ensuite, donc enfin j'ai fait avec notamment Mélanie, que je remercie encore là-dessus sur son aide, une cartographie de l'interopérabilité, et donc ça m'a permis vraiment, comme je vous disais, de montrer l'avant et l'après si on choisit les traces, et ça a permis notamment
d'arbitrer en fait sur des modules qui peuvent exister. Par exemple, la planification du programme opératoire, ça existe aussi dans le DPI. Enfin, c'est pas assez précis, mais c'est plus au niveau des temps opératoires ou des choses comme ça. Enfin, je maîtrise un peu moins cette partie-là, mais il y a eu certains modules comme ça qui étaient en double, enfin, qui pouvaient se faire à la fois dans les deux logiciels. Et donc, ça a permis d'arbitrer, notamment sur le choix de l'ergonomie et de la mobilité avec iTrace, et donc de supprimer complètement le papier et les ordinateurs en salle. Donc ça, c'était plutôt un choix de modernisation très efficace. Ensuite, donc on a, avec iTrace, notamment analysé tous nos process pour essayer d'améliorer, justement, affiner tout ça. Il y a un gros travail, c'est le sujet du jour, de nettoyage sur la base de données, de paramétrage de chaque logiciel, et puis former les utilisateurs aussi. Euh, bon, je ne veux pas me plaindre, mais pour rappel, hein, je suis tout seul comme pharmacien, donc, j'ai un préparateur, et donc pour faire tout ça, c'était quand même assez compliqué. Mais on est arrivé, donc fin 2022, on a pu mettre en place et en production les deux logiciels. Voilà, rapidement, donc c'est assez simplifié, mais ça montre quand même les différentes étapes. Et puis bon, il y a plein de fonctionnalités que j'aborde pas parce que c'est pas forcément le sujet du jour. Mais voilà le circuit qu'on avait avant pour les DMI en achat. Donc ça part du haut, hein, avec la création de l'article dans SIGEM, c'est donc je vous dis la base PUI, pas la base prothèse. Ensuite, il fallait créer la même référence dans notre logiciel qui nous servait de vigilance, en fait, de traçabilité. Et donc, c'était Optime Prothèse. Il fallait créer le stock aussi dedans, alors que les commandes étaient gérées avec donc notre logiciel de stock, donc SIGEM PUI. Mais Optime Prothèse nous permettait donc à l'époque de créer des codes barres avec des étiquettes. Et donc, on réétiquetait chaque DMI pour pouvoir l'identifier après et avoir une informatisation de ce circuit-là. Donc ça, je vous parle de ça, c'est un circuit qui a pratiquement 20 ans. On était pour le coup très en avance à la clinique. Alors, j'étais pas là, mais c'était déjà une belle avancée parce que comme on est une clinique chirurgicale essentiellement, c'était quand même un point important, je pense, en termes de pharmacie. Et donc mes prédécesseurs avaient mis l'accent sur ça. Donc c'était déjà très bien pour l'époque, mais devenu un peu obsolète, quoi. Donc on étiquetait tous les DMI, on faisait la délivrance au bloc opératoire, c'était posé au bloc, il y avait une traçabilité papier. La feuille était transmise à la PUI, donc avec tous les risques que ça peut comporter de perte ou d'incomplétude. Là, c'était le point très rouge pour moi quand j'ai pris mes fonctions, c'était de voir qu'on crée le patient de nouveau dans un logiciel qui n'était pas du tout interfacé avec les autres, complètement indépendant, quoi. Et cette création-là, ça nous permettait de faire, de scanner les codes barres qu'on avait créés initialement et coller sur les boîtes, puis les feuilles de traçabilité au bloc pour le lier, enfin lier la pose au patient, quoi. Mais ça ne suffisait pas, puisqu'il fallait quand même retranscrire ces informations-là dans SIGEM PUI pour pouvoir derrière enchaîner sur la facturation du dossier CPAM et puis recommander au niveau en fait, comme là on est en DMI en achat, c'était de la gestion stock classique avec des seuils de commande, quoi. Donc voilà la boucle pour les DMI en achat. Euh, Voici celle pour les DMI en dépôt. Donc, on repart toujours d'en haut. Donc, au référencement, c'est peut-être toi qui l'as fait, ça? Je Non, te non, rappelle c'est les pas ça. précédents. Pardon. Donc, au départ, on crée, il y a un référencement, donc un choix de mise en dépôt. Ah oui, merci. Un choix de mise en dépôt. Donc, on crée la référence sur Optime Prothèse cette fois, initialement, pour pouvoir étiqueter chaque boîte, délivrer au bloc, qu'il y ait la pose, tracée sur papier de la même façon. On retrouve les mêmes écueils avec le transfert de la feuille et la création de nouveau du patient Optime pour pouvoir faire la traçabilité sur Optime. Et là, Optime nous servait aussi de commande de renouvellement de ce stock en dépôt. Donc après réception, et on recommence à créer le stock. Et donc on pouvait reboucler cette boucle-là. Et en parallèle, il fallait quand même continuer, enfin sortir d'Optime Prothèse et donc recréer, ressaisir toutes ces informations-là dans SIGEMS Prothèse pour le coup,
la base de données de Sigems, mais prothèse, dédiée aux prothèses. Et donc, on crée le stock, enfin la référence et le stock dans Sigems Prothèse pour pouvoir après faire la retranscription de la traçabilité et puis la facturation du dossier. Mais aussi, finalement, parce que même si on a créé la commande ici avec Optime Prothèse, c'est pas notre logiciel de gestion financière, donc il fallait créer cette commande-là aussi dans Sigems Prothèse pour pouvoir faire la liquidation de la facture ensuite, après réception. Donc vous voyez, il y a quand même un système un peu compliqué avec des retranscriptions, beaucoup de risques d'erreur, et notamment sur l'identitovigilance. Sur les DM en prêt, Nicolas va vous le présenter, mais c'est un peu le même principe. Tout à fait. Pour les DM les DMI en prêt, donc on a une réception physique. Et là, toute cette partie-là, il n'y avait pas du tout de traçabilité. C'était uniquement la réception se faisait par le bloc, puis transfert en stérilisation pour les ancillaires. Et il n'y avait aucune étiquetage au préalable. Donc en fait, la traçabilité papier se faisait via l'étiquette du fournisseur et on retombait sur le même circuit, transfert de la feuille sur la PUI, création de patient d'Optime. Mais cette fois-ci, on n'utilisait pas le code barre Optime. Là, on utilisait la création de patients Optime uniquement pour la traçabilité de l'information, mais la création, la facturation se faisait quand même de nouveau dans Sigems. Et ensuite, bah, ça, après, on retombait sur le même circuit pour la pharmacie, à savoir la création dans Sigems pour la facturation et La liquidation. liquidation. Ouais. Et donc, c'est de la même façon que pour les dépôts, on crée la commande de renouvellement. Là, on crée avec Optime la demande de facturation, plus ou moins renouvellement, si c'était un prêt qui devait rester, quoi. Donc ça, c'est notre schéma actuel. Donc avec une création, en fait, j'ai fait le choix de tout regrouper, donc avoir une seule base de données sur Sigems, qu'il a fallu recréer, mais on en parle après. Donc là, on crée la référence dans Sigems, ça nous permet, enfin, donc, il y a, une réception, enfin, il y a un stock qui est créé aussi, si par exemple c'est un dépôt, mais si c'est de l'achat, donc la commande a permis de faire une réception et donc une mise en stock. Et donc après, on peut délivrer au service. La pause, la traçabilité, pour le coup, elle est informatisée au bloc puisqu'on a iTrace. Donc au plus près du patient, c'est l'IBOD qui va scanner le code barre directement du fournisseur. Donc avec un système d'appairage aussi ou de mapping qui permet de faire le lien entre le catalogue iTrace et notre catalogue et donc de parler en fait la même langue entre les deux logiciels. Et au départ, on travaille que sur une seule information, celle qu'on a saisie en fait dans Sigems. iTrace est là juste pour capter l'information du fournisseur et faire le lien après avec l'information qui est dans notre catalogue Sigems, mais après, c'est l'information qui est dans Sigems qui va être utilisée, quoi. Ici, cette flèche-là, c'est pour dire que pour les prêts, par exemple, actuellement, pardon, comme dans beaucoup de centres, mais on est en projet pour faire mieux, mais on ne crée pas toutes les références à réception parce qu'il y en a trop. Donc, la référence peut ne pas être connue à cette étape-là, mais il trace cette faculté de ne pas interrompre en fait la traçabilité, c'est-à-dire qu'il capte quand même l'information du laboratoire, mais elle n'est pas appairée à notre catalogue. Donc elle est reconnue comme non appairée, non mappée, et donc on reçoit un mail d'alerte. Et de toute façon, quand on valide après l'intervention, on voit bien il y a une information qui manque. Et donc cette étape-là, en fait, permet de réagir très vite et de créer uniquement les références qui sont posées et tracées et donc de pouvoir continuer la boucle assez facilement. Donc pour un prêt, en fait, on va chanter là et hop, on va repartir sur la création, la mise en stock pour pouvoir après finalement continuer, valider l'intervention et faire une passerelle avec Sigem, c'est-à-dire que toutes les informations qu'on aura scannées avec iTrace sont envoyées dans Sigems pour pouvoir faire la traçabilité au patient. Et comme c'est notre logiciel de gestion administrative du patient, on a
déjà créé le patient en amont, enfin, et il n'y a eu qu'une seule création au départ. Je vous passe tout le lien avec le DPI parce que c'est pas l'objet du jour, mais tout est bien interfacé en amont pour que justement on gomme tous nos écueils initiaux, c'est-à-dire de retranscription ou de recréation, toutes ces étapes en doublon, et notamment sur le patient. Donc, tout ça est créé une seule fois et dans le même logiciel, donc ça permet d'avoir toujours la même information, il n'y a pas de retranscription, pas de changement. Et donc, avec cette passerelle-là, on vient en fait envoyer toutes les informations qui sont déjà liées au patient. En fait, le e-trace permet à déjà récupérer les données patients via le DPI, une interface avec le DPI. Donc, en fait, au niveau du bloc, on a vraiment une traçabilité qui est complète. On pourrait s'arrêter là si on parlait que traçabilité. Et c'est d'ailleurs mon choix, c'est-à-dire de prendre e-trace enfin, et ScanDM après leur portail et toutes leurs informations. En fait, toutes les informations qu'on a créées avec ça, c'est finalement maintenant ma base d'identité, enfin pas de matériaux vigilance, pardon. Donc, c'est-à-dire que si j'ai une recherche à faire, un peu comme le cas d'un autre établissement qui aurait besoin de savoir ce qui a été posé pour un patient ou une matériaux-vigilance, évidemment, ben, je vais aller piocher, enfin regarder sur la base de données qu'on aura créée avec iTrace. Et, euh, et j'aurai déjà toutes mes informations, y compris en IUD d'ailleurs au passage. Donc là, pour cette partie-là, on est complète. Par contre, on est complet. Par contre, on n'a pas. Enfin, il faut continuer la boucle et notamment au niveau financier. Donc, cette étape de passerelle permet de venir déstocker dans Sigems, permet de compléter le dossier lié au patient et donc faire la facturation CPM. Et puis permet purement au niveau du stock, donc de créer la demande de facturation plus ou moins renouvellement selon le statut. Donc si c'est du dépôt, on va faire les deux. Si c'est du prêt, on va faire que le renouvellement, que la facturation, pardon. Et puis pour de l'achat, en fait, on va gérer avec les seuils de commande comme on fait pour les médicaments et les DM. Et donc après, ça va créer, enfin, on pourra faire une réception qu'on fait aussi avec iTrace d'ailleurs, ce qui permet de faire beaucoup enfin de sécuriser aussi toute cette étape-là de réception alors moi je l'ai étendu aux médicaments, aux DM et aux DMI en achat et en dépôt. Pour les DMI en prêt, on en parle aussi un peu après, mais j'anticipe, c'est une étape qu'on n'a pas encore déployée, mais qui peut se faire en fait virtuellement sans venir impacter notre stock sur Sigems. Et en fait, c'est avec iTrace, on va scanner tout le prêt qu'on reçoit, mais ça ne vient pas se créer ni se stocker dans Sigems. C'est un peu virtuel, on va dire. Et après, après l'intervention, on peut faire la même chose et ça permet de faire un écart entre les deux. Enfin, ça, c'est en projet, je crois, côté iTrace, mais il y a une possibilité. Enfin, en gros, à chaque étape, à chaque moment, on peut dire ce qu'il y a dans l'établissement. Donc ça, c'est super intéressant. Alors pour nous, on ne l'a pas encore déployé parce qu'on a un petit problème de ressources humaines, mais c'est vraiment en projet imminent, quoi. Alors, tout ce travail, pour répondre à la question du jour sur le référencement au commencement de l'optimisation du circuit des DMI, repose sur la base de données. Sans bonne base de données, en fait, on ne peut pas travailler correctement derrière. Donc c'est un travail assez obscur, long, il faut vraiment s'y atteler, mais c'est capital pour la suite. Donc il faut tout nettoyer, supprimer les doublons, les références inactives. Avec Sigems, on peut comment dire, déclarer quelle référence est en livret ou non, que ce soit du médicament ou du DMI, donc ça c'est parfait. Et puis, donc, je vous disais, regrouper les bases de données, puisque nous, on avait deux bases de données indépendantes. C'était pas très intéressant, c'était pas très subtil, mais c'était historique, puisque initialement, la mise en place de la traçabilité des DMI avait été faite par un collègue en stérilisation, et du coup, c'était resté sur la base de stérilisation. Euh, pour uniformiser en fait la base de données, donc j'ai créé une charte une charte graphique, on va dire, pour la création des fiches articles. Et donc ça permet d'avoir toujours le même schéma, un peu comme nous a montré le docteur Petit tout à l'heure, avec les champs qui sont dédiés à telle ou telle information. Et donc ça permet derrière d'être complet et puis d'avoir un maintien qui est un peu plus
un peu plus correcte, sachant qu'avant que j'arrive, il y avait au moins 4 ou 5 personnes qui pouvaient créer les articles dans la même base. Donc forcément, à chaque personne, ça pouvait créer des disparités. Donc la seule exigence pour iTrace, mais qui est vraiment pas neutre, c'est d'avoir une référence fournisseur unique. Et donc elle est obligatoire, sinon il ne peut pas y avoir de mapping ou d'appairage. Et donc les deux logiciels après ne pourraient pas communiquer ensemble. Alors pour faire ça, en fait, iTrace nous a aidé méthodologiquement, puisque la première étape, c'est de faire un inventaire avec leur scannet. Alors c'est juste un inventaire de référencement. On ne cherche pas à savoir quel lot ou quel stock on a, juste les références qu'on a en stock. Et ça permet plusieurs choses. La première, c'est savoir si le code barre qui est sur nos boîtes est bien lisible par le système, de vérifier que la référence existe dans le catalogue d'ITRAS, et auquel cas on pourrait mettre à jour à ce moment-là, enfin dès ce moment-là, alors qu'on n'est pas en production, hein, on est d'accord, c'est vraiment en étape projet, ça. Hein. Ensuite, on a un premier mapping automatisé. Donc, en gros, Litras nous dit assez vite, ben voilà, vous avez 50%, 60, 80%, enfin, voilà, votre catalogue est déjà bien créé, donc ça permet de se mapper automatiquement. Et donc, c'est toujours ça de gagner. Et puis de mettre en évidence pour ce qui reste, qui n'a pas pu être mappé, c'est les erreurs de référence. Soit elles sont oubliées, soit elles sont erronées, soit on a enlevé les ponctuations, alors que finalement iTrace est capable de les lire de son côté aussi. Tout dépend en fait comment c'est codé dans le code barre. Donc autant prendre l'information et puis la retranscrire sur notre logiciel de stock telle qu'elle est lue après avec le système de captation de l'information. Et puis, bah, ça permet aussi finalement de nettoyer en fonction du stock. C'est-à-dire si on a la référence sur l'étagère, c'est qu'il faut qu'elle soit notre catalogue interne. Et au contraire, si elle n'y est pas, c'est que peut-être, alors qu'elle est dans le catalogue, si c'est pas sur l'étagère, c'est que peut-être on n'utilise pas cette référence-là. Donc ça permet de nettoyer pas mal de choses. Bon, ça prend du temps, mais c'est efficace. Voilà à quoi ça ressemble après sur Seagems. Donc moi j'ai fait le choix de créer des familles d'articles. Alors il faut savoir que sur Seagems, en fait, une famille d'articles tels que DMI en dépôt refac, en fait, refacturable, enfin, permet de faire un paramétrage assez précis qui après conditionne le comportement en fait de Seagems par rapport à un article qui est déstocké. Donc typiquement, un dépôt refacturable, il va aussitôt demander enfin, créer une commande de renouvellement. Et si si on a précisé que c'est en prêt, en fait, renouvellement, enfin, avec facturation seule, il va juste faire de la facturation seule. Et donc, ça convient bien pour le prêt. Euh, et à l'inverse, pour de l'achat, en fait, il va se comporter comme pour n'importe quel article qu'on gère en pharmacie et ce sera en fonction des seuils de commande qu'on aura définis. Donc voilà. Après, j'ai séparé l'ophtalmo parce qu'on en fait beaucoup et donc c'est quand même une grosse partie, notamment au niveau référencement. Il y a énormément de références à créer, donc c'est un peu compliqué. Il fallait pouvoir les séparer pour les gérer au mieux avec un comportement et un paramétrage, comme je vous dis, un peu plus fin. Voilà, puis les médicaments. Alors voilà ce que ça peut donner. En fait, ça ressemble beaucoup à ce que nous a montré le docteur Petit aussi. Hein. Moi, j'ai fait le choix d'avoir en premier, en fait, alors on ne voit pas, si voilà, ici. En fait, on a quatre sur Sigems, on a la chance d'avoir quatre champs libellés différents. Donc ça permet de faire pas mal de choses. Et donc j'ai choisi sur le premier comme le docteur Petit, voilà, une sorte de description, un libellé un peu vernaculaire, quoi, qui est vraiment fait par moi et pour avoir une cohérence sur l'ensemble. Tout ce qui est spécifique, donc notamment les tailles sur le deuxième. Sur le troisième libellé, en fait, quand il y a un code LPP, j'ai choisi de le répéter, sachant qu'on a aussi une case ici pour permettre derrière en fait les mises à jour, notamment de tarifs de remboursement et choses comme ça. Donc cette case-là, elle est indispensable aussi, mais quand on fait des recherches, on n'a pas forcément cette information. Donc j'ai choisi de la remettre ici et en fait ça permet de regrouper, notamment quand il y a plusieurs vis avec un même code LPP, ben, pouf, en termes de consommation, on sait qu'on a pris, je sais pas moi, 200 vis corticales de telle gamme.
Et on s'en fiche à ce moment-là, puisqu'on cherche une consommation des différentes tailles. Donc ça permet d'éviter d'avoir à faire la somme de chaque taille. Et puis la référence ici, sachant que la référence, on est obligé de l'avoir aussi dans le champ référence que je vous montrerai après. Et le dernier libellé, euh, il est dédié pour les DMI en fait à quelques précisions. Si c'est un médecin en particulier, par exemple, si c'est un prêt, je vais le noter. Si c'est un essai seulement, je vais le noter. Et notamment pour les prêts ou les essais, ici, je vais mettre en occasionnel. Donc, voilà, c'est des champs qui sont un peu enfin, ils sont pas obligatoires pour fonctionner, mais pour la cohérence et pour comprendre notre référencement, dès qu'on a, enfin, sur les dépôts pour les suivre, c'est pas toujours simple. Donc en faisant ça, on est sûr de ce qu'on fait. Et puis évidemment, la famille, comme je vous disais tout à l'heure, et le code comptable donc, pour que ça fonctionne au niveau des collègues de la compta. Et donc dans Sigems, pour les dépôts, on gère aussi le stock et on gère aussi ce qui est dotation. Donc on le voit ici. On peut renseigner la dotation et donc on répond parfaitement à l'arrêté sur ces différents points, notamment le livret. Donc ça, c'est ce que je vous disais pour le paramétrage de refacturation, dépôt avec renouvellement ou facturation seule pour les prêts. Et puis, donc ça, c'est le champ indispensable, la référence, parce que c'est cette case-là que ITRAS vient interroger pour être reconnu et après faire le mapping. Et ici, on voit qu'on a la case qui est prévue pour l'IUDID, sachant que cette case-là, c'est depuis une mise à jour. C'est-à-dire que quand on a lancé ce projet-là, elle n'existait pas encore sur Sigems, donc on ne pouvait pas travailler avec ça. Depuis, donc elle existe, donc il va falloir la remplir. Donc on est alors, au niveau captation de l'information, comme je disais, il trace à cette information-là. Mais pour l'instant, quand on fait la passerelle vers Sigems, il trace, envoie les informations, mais il ne vient pas écrire. Donc il ne vient pas remplir ce champ-là. Donc on attend une réponse en fait de l'éditeur de Sigems pour pouvoir faire cette étape-là, alors pas à chaque fois sans doute, mais au moins de temps en temps pouvoir revenir prendre toutes les infos qu'on a captées à un moment donné sur une période et puis venir inscrire au bon endroit l'IUDID. Comme ça, on va compléter petit à petit notre base de données. Alors, c'est un bien gros mot, mais on a fait une sorte de gestion de risque sur la base de données, c'est-à-dire qu'on a réfléchi aux différents paramétrages possibles et donc leurs conséquences pour pouvoir choisir tel ou tel paramétrage. Alors, sur le référencement, donc, alors moi, je n'ai pas voulu m'adosser à une base comme CIODM, par exemple, parce que j'avais pas de champ de libellé importé, alors que je voulais vraiment garder mon libellé propre. Donc, j'ai vu que Docteur Petit avait pu faire enfin, le faire quand même, donc c'était bien. Mais moi, je trouvais que c'était intéressant si on faisait ça, d'avoir le libellé importé. Et moi, je l'avais pas. Après, vu le nombre de créations qu'on avait à faire, ça restait quand même raisonnable. En fait, au départ, j'ai tout fait sur Excel. On a créé sur Excel et après, on a importé directement dans Sigems. Donc, finalement, je suis parti de quelque chose qui existait déjà. Je l'ai juste remanié pour que ce soit dans les bonnes cases. Et après, j'ai tout réimporté. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de recréer et d'aller sur chaque fiche d'un référenceur comme CIODM pour pouvoir importer à chaque fois. Et en plus, après, de devoir rechanger encore le truc. Parce que de toute façon, j'avais plein de champs encore à devoir changer. Donc, j'ai fait ce choix-là. En plus, si on compare avec le docteur Petit, on voit que moi, je crée qu'une seule fois, en fait, dans un seul logiciel, si j'ai bien compris son schéma tout à l'heure, alors qu'elle peut avoir plusieurs endroits. Donc, il faut que ces IODM puissent faire le lien, alors que bah, nous, finalement, c'est une fois qu'on a créé, l'information est la même à chaque étape. Donc oui, mon nom vernaculaire, si on veut, c'est pour dire c'est moi qui l'ai choisi, ça permet d'être cohérent, d'avoir ce petit schéma de tout à l'heure ici, avec par exemple tous les Ananova en fait en premier, et puis après on définit si c'est une tige ou autre, et puis on retrouve la taille, le code LPP s'il y en a un, et la référence à chaque fois. Donc pour tout ça, ça permet sur nos feuilles de commande, y compris pour le bloc, d'avoir les informations toujours au même endroit et de ne pas se tromper, de regrouper assez facilement toute une gamme. J'ai trouvé ça intéressant. En orthopédie, quand il y a plein de lignes, ça permet d'aller plus vite.
au niveau d'ITRAS, donc c'est ce que je disais, il faut une référence unique et obligatoire. Et donc, on s'est retrouvé à avoir deux distributeurs pour une même référence parce que c'était le même fabricant. Donc des fois même le numéro de lot, mais bon, ça, à la limite, ça bloquait déjà à l'étape d'avant, c'est-à-dire reconnaître quelle référence et quel fournisseur c'était. ITRAS n'est pas capable de le faire quand il y a enfin, si c'est la même référence, il ne peut pas savoir de quel fournisseur ça vient. Donc, ben, il a fallu faire le ménage aussi là-dessus, c'est-à-dire supprimer un distributeur, puisque c'était la même chose. On n'a pas changé de prothèse, on a juste éliminé un distributeur et concentré nos consommations sur l'autre pour avoir un seul fournisseur pour une seule référence. Au passage, la fiche multifournisseur, elle est bien acceptée. Enfin, c'est une fonctionnalité qui fonctionne bien avec ITRAS. Donc, ça, c'est précieux. Ça permet de concentrer mes consommations. Alors, c'est moins vrai sur le DMI, on est d'accord, mais moi, j'avais une réflexion qui était plus large avec médicaments IDM aussi. Et donc, ben, une fiche multifournisseur, voilà, c'est une seule fiche article, mais plusieurs références. Et ça fonctionne bien aussi avec ITRAS. Même chose sur les multimarchés. Donc pareil, c'est pas vraiment adapté au DMI, mais au passage, c'est quand même très pratique. Quand moi, je m'en sers, par exemple, s'il y a une rupture sur une référence de DM, je crée un marché temporaire, en gros, sur une période, la période de la rupture, avec la référence de l'alternative qu'on m'a fournie et ITRAS la reconnaît. Et en termes de consommation, ben, j'aurais pas de disparité. Je ne devrais pas me rappeler, ah oui, là, il y a une rupture, donc on a baissé notre consommation. Non, en fait, la consommation, elle sera toujours la même, enfin, selon l'activité, mais il n'y aura pas d'écart à combler par un peu de mémoire pour se rappeler qu'il y a eu une rupture, quoi, et qu'on a utilisé une autre fiche article. Donc là, ce sera toujours la même fiche. Donc ça, c'est plutôt très bien aussi avec ITRAS. Et enfin, sur Sigems, la problématique, enfin, comme je disais, j'ai créé d'abord sur Excel et puis j'ai importé. Et là, on dépendait complètement de Sigems et on a vu ce que ça a pu donner. C'est-à-dire que chez Berger Lovro, le module stock de Sigems, il est maîtrisé par une seule personne. Et donc, on dépend complètement de lui. Et donc là, ben, en termes de délai ou en termes de compréhension, de coopération. Vraiment, on dépend d'une seule personne, donc il n'y a pas de relais possible. Il faut en avoir conscience en termes de déploiement du projet. Nous, on a eu un petit écueil là-dessus. Alors, si on refait un point sur ce que nous disait Mélanie, notamment au début, en introduction, pour répondre à différentes étapes, voilà, au niveau de l'arrêté DMI, en fait, on répond à peu près à tout désormais. L'IUD, il est à toutes les étapes, sauf après au niveau du stock, mais on va bientôt le résoudre. Par contre, c'est pas le support d'identification, contrairement à ce que j'ai vu avec le docteur Petit. Donc est-ce que ça pourrait nous être reproché? En tout cas, l'information, elle suit systématiquement. Donc, je pense que quand même, on peut difficilement faire mieux. Le paramètre indication, là, par contre, c'était pas prioritaire pour moi, vu notre activité. On n'a pas, par exemple, tout ce qui est cardiologie, interventionnelle, et choses comme ça. Donc, bon, c'était pas prioritaire en tout cas pour moi, donc on n'a pas géré ce côté-là. Par contre, au niveau de l'IRV thérapeutique, oui, on peut le mettre sur Sigems, comme je vous l'ai dit, médicaments, DM, DMI, donc là on est bon. La dotation aussi, comme je vous l'ai dit, pour les dépôts permanents en tout cas, évidemment, parce que pour les prêts, il n'y a pas d'intérêt, enfin, il n'y a pas de stock, donc pas de dotation. Et puis pour les DMI en achat. Euh, En termes d'analyse de référencement, donc par rapport à la CM, attendez, non, oui, oui, la CMA aussi, mais déjà l'analyse nous, comme on a une activité assez simple et qu'on est de petite taille, enfin, voilà, ça dépend surtout du coût. On voit ça directement avec le chirurgien concerné, hein, globalement. On n'a pas de pôle, on n'a pas de trucs comme ça. Donc de toute façon, c'est vraiment du face à face, c'est très direct. Donc on a eu le cas, on a fait plusieurs études, plusieurs analyses comme ça sur les sutures, aussi sur les ménisques quand ça a été déremboursé pour choisir le meilleur référencement. Et au niveau CME, quand pour la validation, ben, c'est plutôt a posteriori la plupart du temps, hein, quand il n'y a pas un énorme enjeu ou que c'est uniquement avec un praticien, en gros on le voit ensemble et puis on l'entérine après en Comédims, histoire d'avoir une trace quand même officielle. Et si par contre il y a un gros enjeu, par exemple euh, quand on s'est équipé du robot Rosa, ben là ça a été discuté aussi en CME, en Comédims, pardon, mais
en, en amont du choix, quoi. Alors, si on rentre dans le détail de l'organisation, par spécialité, en fait, comme on fait énormément de cataractes, on a beaucoup de lentilles intraoculaires, donc plus de 4 600 par an désormais, et encore on augmente encore. Sur notre circuit, donc ça fonctionne très bien avec les LIO standards et premium non toriques. Par contre, sur les toriques, on a une problématique parce qu'il y a énorme, enfin, c'est du prêt déjà. Sauf que c'est du prêt, enfin, c'est compliqué quand même à gérer parce que c'est vraiment un flux permanent étendu. Donc on a du mal encore à- à anticiper, enfin à être en amont, c'est-à-dire on crée à la pause quand même, comme pour un prêt en orthopédie. Et donc en plus, on ne crée pas forcément très précisément, c'est-à-dire que il faudrait pouvoir créer sur tous les, enfin, ouais, c'est pas très clair ce que je dis, mais en gros, on fait on crée une fiche article qui est un peu générique et qui va regrouper tous les cylindres, parce que sinon, on s'en sort pas en termes de nombre de références à créer. Euh, En tout cas, actuellement, on y réfléchit parce que c'est quand même pas hyper satisfaisant intellectuellement. On a le projet de s'adosser à Ascali aussi pour gérer les prêts, en tout cas en ortho. Et si on veut le faire pour l'ophtalmo, on sera obligé de créer chaque article vraiment précisément et en amont. Et donc, de toute façon, il faudra y passer. Mais pour l'instant, j'avoue que je fais un peu l'économie du nombre de fiches articles à créer. Et puis en plus, ça me facilite mes études de consommation puisqu'elles sont déjà regroupées. Enfin, les cylindres, c'est un peu comme la taille des vis tout à l'heure. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est le nombre d'implants toriques de telle gamme qui m'intéresse et par chirurgien. Donc, et ce sera aussi gommé après quand on aura le module BI, là, le Business Intelligent de ITRAS, qui nous permettra finalement de faire des requêtes et de les regrouper tout de suite. Donc, euh, la problématique que j'ai actuellement, elle sera moins vraie vraiment quand on aura BI et quand on aura Ascali. Donc, Ascali sera même plus possible et BI, de toute façon, gommera le souci de regroupement. Donc, finalement, euh, c'est euh, c'est notre organisation actuelle, mais ça va évoluer. Je te laisse la Oui. parole. Et donc là, j'ai un point spécifique sur l'ostéosynthèse restérilisable. Comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, il n'y a pas vraiment il y a pas d'obligation de traçabilité sur cette partie-là. Néanmoins, il nous semblait important de pouvoir tracer pour la dépose de ce matériel. Effectivement, quand je recommande régulièrement du matériel suite à des demandes de chirurgiens pour des ablations de matériel qui ont été faites dans d'autres établissements et je me retrouve souvent envoyé sur la pharmacie de cet établissement-là pour avoir les références. Euh, de temps en temps, on me renvoie vers le chirurgien qui avait poseur, mais parfois il est parti en retraite et on se tourne vers les pharmacies. Et donc, au tout départ, on avait créé un référencement générique, puisque moi, je ne voulais pas avoir des catalogues avec 30, 40, 50 codes barres. Et donc, ce référent générique, c'était par catégorie, par catégorie de prix, de coût, je veux dire, et d'empreinte de vis, par exemple. Par contre, avec le temps, je me suis aperçu que c'était créé assez facilement, hein, mais il y avait un délai, un temps, puisque je devais finalement contacter ITRAS pour créer cette référence générique. Voilà. Et donc, pour être plus rapide, puisque comme on génère beaucoup de prêts ponctuels également en ostéosynthèse, et ben, je suis revenu sur un référencement qui est celui de ITRAS, qui me permet d'éditer des codes barres tels qu'on voit sur la diapo assez rapidement pour pouvoir justement les donner, les mettre à disposition des infirmiers en salle, puisqu'ils peuvent maintenant badger directement le code barre et ça va générer derrière, quasiment en temps réel, à la fin de l'intervention, la fiche patient et la fiche de recommande si besoin. Mais la plupart du temps, c'est du prêt ponctuel, donc il n'y aura pas de fiche de recommande, mais juste de facturation. Également, on peut avoir un message, et ça c'est aussi un point important, puisqu'on a comme le facteur humain, c'est-à-dire que l'infirmier en salle peut oublier de scanner, il peut oublier un certain nombre de choses. Et donc, on a indexé lorsqu'il scanne l'étiquette de stérilisation de la boîte, de l'ancillaire,
un petit message, un pense-bête qui permet aussi à l'infirmier de se rendre compte, oui, qu'il faut badger une rondelle, par exemple, dans ce cas précis ou autre. Donc, ITRA, ça permet de sécuriser quand même cette traçabilité qui est encore une fois surtout utilisée pour la dépose et sécuriser cette étape de dépose d'implant qui est parfois très vite problématique sur le champ opératoire. Concernant les prêts en dehors de l'ophtalmo, donc on en fait quand même plus de 300 par an, donc plus d'un par jour en fait. Donc c'est une grosse charge de travail. C'est pour ça qu'on voudrait essayer d'améliorer avec Ascali. Donc comme je disais, pour l'instant on crée suite à la pause et puis on a ce mail qui nous alerte, mais qui permet quand même grâce à iTrace de faire une traçabilité ininterrompue. Donc ça c'est vraiment bien. Et donc, je vous disais, on travaille sur cette réception un peu virtuelle où on pourrait préciser le nom du prêt, la date d'intervention, des choses comme ça, même le numéro de réservation Ascali, ce qui permettrait derrière d'avoir vraiment toutes les informations de ce qu'on a dans l'établissement à un moment T. Et puis, on peut même avoir un bon de réception donc, qu'on pourrait envoyer aux fournisseurs ou aux pharmaciens pour accuser de réception. Donc ça, c'est un peu la suite, mais on est en manque de ressources humaines pour pouvoir le mettre en place. Et puis l'évolution, comme j'évoquais, c'est plutôt côté ITRAS. Ils réfléchissent à pouvoir faire un delta entre ces deux étapes, la réception et puis le retour, qui pourrait même générer finalement la facturation aussi. En tout cas, contrôler cette facturation. Donc ça sécuriserait les prêts en dehors de l'ophtalmo. Sur un prêt qui est, enfin, qu'on doit faire venir, mais pour lequel on a déjà un dépôt en stock. Ça, c'est une problématique quand même assez récurrente on a plusieurs chirurgiens. Ils ne travaillent pas tous sur les mêmes prothèses, donc on a un effet un peu seuil de mise en dépôt par les laboratoires, hein. On comprend l'investissement que ça peut représenter, et donc des fois on est un peu limite. Et puis les médecins aiment bien faire des semaines à thème ou des journées à thème. Et donc, des fois, on a un seul dépôt, un seul exemplaire du dépôt, donc ça ne suffit pas pour gérer le programme. Donc, on est obligé de faire venir un prêt. Dans ces cas-là, on a mis des choses toutes bêtes en place, un bac de stockage de couleurs différentes. Et puis, avec iTrace, l'infirmier au bloc peut renseigner que c'est un prêt sur la tablette. On aura aussi le numéro de série qui ne sera pas en stock, donc ça permet quand même d'avoir quelques contrôles comme ça. Le risque résiduel, il est sur des encres, par exemple, qui sont identifiées que par lot et pas par numéro de série. Donc là, comme on le sait, on a une vigilance un peu plus accrue là-dessus. Et puis, il y a une nouvelle mise à jour là, d'ITRAS avec une gestion double des fiches articles. Initialement, ça a été créé pour les prothèses mammaires, par exemple, alors que nous, on faisait quelques années, mais on ne fait plus. Notre chirurgien esthétique est parti en retraite. Mais voilà, on voit bien, l'idée, c'est sur les cas de reconstruction, c'est la même référence que sur les cas d'esthétique. Et du coup, c'est pas le même comportement derrière en termes de facturation. Donc, c'était pas bien, enfin, c'était pas géré jusqu'à maintenant, puisque c'était la même référence. Et avec ce système-là, c'est faisable. Donc, et c'est applicable aux prêts aussi, comme ça, dans ce cas-là, sur un dépôt qui existe déjà. Non, alors, on n'a pas encore testé, mais je sais que ça marche. Quelques écueils qu'on a pu rencontrer, toujours en lien avec le référencement, hein, il y en a eu d'autres, mais globalement ça a été. Donc on a pratiquement la semaine, ouais, quelques jours avant le lancement d'ITRAS, en fait, on a eu un nouveau dépôt qui a été référencé, et donc ça faisait pas partie de tout ce qu'on avait créé. Donc il a fallu créer au pied levé 200 références en plus du lancement du logiciel, donc c'était un peu délicat. Euh, Comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, comme il y a des passerelles logicielles, ça implique quand même beaucoup de coordination et d'implication des différents acteurs et notamment des éditeurs. Donc, c'est pas toujours simple, notamment avec Sigems. Et l'écueil qu'on a eu, c'est que en fait, c'était prévu, par exemple, le lundi d'importer tout l'inventaire, parce que là, on avait vraiment refait un inventaire avec les lots, les stocks, tout ça, pour vraiment repartir d'une bonne base avant de commencer les traçabilités avec iTrace. Et en fait, c'était prévu par exemple le lundi et ça a été intégré que le jeudi. Donc forcément, la clinique s'est pas arrêtée pendant les 2 ou 3 jours, là, donc c'était compliqué. On a eu des écarts qu'il a fallu rattraper après.
Et en plus, il s'est trompé de base de données, donc c'était pas. Il avait mis sur l'ancienne alors qu'on avait créé la nouvelle. Donc c'était pas efficace. En routine, on a quand même quelques problèmes de code barre ou de QR code qui sont pas lisibles, ou en tout cas, ou qui codent plusieurs références, et du coup, ça pose problème, notamment chez Alcon, mais c'est vrai sur le DM, pas sur le DMI en vrai. On n'a pas de problème sur le DMI, je pense. Ça marche bien. Mais comme je dis, on est vraiment parti très vite sur élargir DMI et DM et même médicaments à toutes les étapes. Donc on a quand même ces écueils-là. On a eu une bonne adhésion enfin, d'une bonne partie des e-bods, mais on a eu quelques petits soucis quand même parce que du fait qu'on leur ait demandé de tout scanner ce qu'il y avait en salle et qu'avant c'était scanné en pharmacie, certains se sont dit, tiens, mais en fait on est en train de faire le boulot de la pharmacie alors que c'est bien leur responsabilité. Donc, bon, on a un petit peu de problème avec ça. Il faut faire des sensibilisations régulièrement. Donc, c'est ce qu'on fait avec Nicolas. On suit les non-conformités. On a un petit palmarès. Donc, on essaye d'y aller avec tact, mais fermeté quand même pour qu'ils comprennent bien. Je me souviens du dernier web série où le collègue disait bien qu'il investissait en fait sur la formation des infirmières et puis en gros c'était pas de bras de pas de chocolat, qui comprennent bien que s'il n'y a pas de traçabilité derrière, il n'y a pas de renouvellement et donc bah, c'était pas possible de faire l'intervention suivante et que le chirurgien allait être furax. Donc on essaie de travailler là-dessus, mais il y a encore quelques têtes un peu têtues. On a eu, donc, comme je disais, une bonne adhésion de la direction au départ, mais après, quand il a fallu déployer le nombre de tablettes un peu plus, parce que finalement le champ était trop restreint au départ, ou rajouter quelques modules, bon, bah là, il faisait un peu la fine bouche, alors que c'est vraiment enfin, pour fonctionner, c'est juste essentiel, quoi. Et puis, bah, finalement, cet outil-là nous permet de faire beaucoup plus de choses qu'avant, donc on les fait beaucoup mieux, mais ça nous prend aussi plus de temps. Alors que dans la croyance du directeur, on a gagné du temps puisqu'on a informatisé. Alors qu'on était déjà informatisé, donc en vrai, on fait juste mieux ce qu'on faisait avant. C'est plus sûr, c'est plus fiable, mais ça nous prend aussi plus de temps. Il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire avant qu'on fait maintenant, notamment la réception avec Trace, et ça prend du temps. Donc là, on est un peu en inadéquation de ressources humaines par rapport à l'activité. En conclusion, donc, pour parler encore d'ITRAS, mais c'est vraiment un outil formidable pour combler les trous et monter des passerelles entre les différents logiciels pour en tirer vraiment le meilleur du DPI et de SIGEMS notamment. Et vraiment, il fait le lien entre tout ça avec une ergonomie, comme on avait dit 2.0 à l'époque, parce que c'est vraiment, on passait pas de enfin, Papier. plus de papier, mais c'était pas plus de papier et on travaille sur PC, c'est plus de papier, on travaille sur une sorte de smartphone en salle, donc ça pose même quelques problèmes. Il y a des patients qui demandent, mais en fait, il est sur son téléphone. Non, non, il est en train de travailler, l'infirmier. Et donc on fait un peu d'éducation aussi par rapport à ça, mais c'est vraiment en termes de mobilité, c'est impressionnant. On est vraiment très actuel, on va dire, sur la technologie. Puis il y a plein de fonctionnalités étendues. J'en ai pas parlé aujourd'hui parce que c'était centré sur le référencement, mais il y a vraiment beaucoup de choses. La fiche par exemple, pour parler que de ça, mais puisque ça répond quand même à l'arrêté DMI qui nous intéresse, mais la fiche aide-moi La traçabilité patient. ouais, la traçabilité patient, elle est générée très vite. Il y a même un format provisoire pour les cas d'ophtalmo notamment où ça va très très vite et le patient sort avant même qu'on ait eu le temps de finir le circuit. Bon, bah ça, c'est des choses qui sont, enfin, voilà, c'est uniforme, il y a toutes les informations, c'est complet, il y a les UD, c'est envoyé, ça peut être imprimé et donné au patient très vite, et puis c'est envoyé sur le DMP pour que le patient ait donné son accord. Donc on a vraiment une fonctionnalité là qui est super. C'est une fiche qui regroupe tous les DMI qu'on Ouais, a, en qu'on a plus, posés. c'est pas une fiche par laboratoire, c'est une fiche par patient, par intervention. Voilà. Donc, je vous ai expliqué certains choix de ne pas être 100% interopérable aussi. Et donc voilà, pour un petit mot de conclusion, c'est enfin, changer ou s'informatiser, en tout cas changer le système info ou s'informatiser, ça impose de se structurer. Donc c'est des contraintes, mais vraiment ça permet de se structurer, et notamment au niveau de la base de données. Donc voilà, vous avez vu le travail qu'on a dû faire pour que ça fonctionne maintenant. Voilà, merci de votre attention.
Abir, comment fais-tu pour vérifier les indications et pour quel type de DMI, sur quel champ des DMI comment fais-tu pour vérifier les indications? Alors, tout d'abord, les indications, on les vérifie, elles sont suivies pour toutes, parce que depuis 2007, effectivement, il y en a beaucoup qui sont sortis de la T2A, mais on les a quand même suivis depuis 2007. Par exemple, les valves cardiaques, les défibrillateurs cardiaques, d'autant plus qu'ils sont sur la liste intra-GHS. Donc, tout ça, on continue à les suivre. Mais par contre, on vérifie pas les indications. On vérifie en priorité les indications des DMI qui sont T2A et pour lesquels il faut faire des fiches comp et envoyer la TIH. Et donc, ces indications-là, comme je vous ai dit, donc on a des formulaires papier avec les indications FAST. Hein, donc, on a repris les indications FAST. Alors, certes, donc le problème, c'est la mise à jour. Mais en tout cas, tout ce qui est coché sur cette fiche papier est vérifié dans le DPI. Alors, dans le CRO ou dans le compte rendu d'hospitalisation. Voilà. Est-ce que c'est Il y clair? avait peut-être aussi des questions, tu peux peut-être les reprendre à l'oral. Pour l'instant, c'était des questions qui t'étaient adressées. C'était sur la fiche d'implant, le fait, est-ce qu'on peut retrouver plusieurs DM, même si j'ai la réponse. Comment est organisée cette impression de la fiche d'implant? Voilà, comment tu fais pour la Alors, en sortie fait, des patients? aujourd'hui, le règlement, il impose aux industriels de fournir la carte implant, enfin la fiche implant, dans son packaging. Mais ça, c'est le règlement, c'est tout récent, hein. Donc, nous, on a travaillé avant le règlement et on a mis en place d'une façon institutionnelle cette carte, cette fiche implant qui regroupe tous les implants qui sont posés pour un patient. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une fiche par implant pour un patient donné, on va prendre le patient et on va faire la traçabilité de tous les implants. Alors, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'explantation. Imaginons un patient qui a une prothèse de hanche et pendant le séjour, voilà, donc il y a eu un incident et qu'on était obligé donc de remplacer une pièce. Aujourd'hui, je ne peux pas faire l'explantation dans mon logiciel Citistock. Donc, le patient, il sort malheureusement avec une fiche implant avec les explants. Mais on est en train de travailler avec Citistock et CGDIM pour justement pour retirer les explants de la fiche implant. Donc ça, Une c'est autre donc question voilà la qui... première question. La deuxième question, comment je vérifie que cette fiche implant, elle est imprimée? Dans DXCare, quand ils impriment, j'ai la traçabilité de l'impression. Donc je sais que D'accord. telle fiche implant a été imprimée. Voilà. Hmm. Alors voilà, mes données, j'ai pas la traçabilité de données. Justement, on est en train de monter un projet avec une équipe pharmaceutique, justement pour faire euh, pas de la conciliation, donc participer aux conciliations, justement. Donc il y a un interne qui va arriver au mois de novembre et on va démarrer un projet, on va commencer en orthopédie, justement une expérience pour justement la sortie patient, contrôler donc la fiche de traçabilité en même temps que les PHEV. C'est donc les ordonnances de prescription hospitalière exécutées en vie. Voilà. Par contre, si c'est la carte implant, la fiche implant du fournisseur qui est donnée, forcément, je n'ai aucune traçabilité, comme quoi c'est cette fiche implant qui a été donnée. Même si tu as répondu dans le chat, qui s'occupe de faire ces impressions, voilà, qui s'occupe de Alors, faire les impressions de nous, cette fiche? on a beaucoup cherché, mais aujourd'hui, tout ce qui est ordonnance de sortie, tout ce qui est compte rendu d'hospitalisation, il est fait par les secrétaires, les agents de bureau. Et donc, nous, on a vu avec le secrétariat des services de chirurgie pour que elle imprime cette fiche implant et qu'elle la donne en même temps que le packaging ordonnance de sortie dans les services de chirurgie et pas le bloc opératoire parce qu'ils ont accès à Dexcare. Ouais, et peut-être aussi la clinique du Terre, peut-être répondre aussi, votre organisation, même si on sort un petit peu du champ du référencement, mais c'est quand même beaucoup de questions que se posent les établissements. Peut-être voir un petit peu comment vous faites pour qui s'occupe de l'impression, comment c'est organisé au niveau de la traçabilité dans votre établissement. Alors, on a
on avait déjà avant le système des cartes d'implant, donc on était déjà performant là-dessus. J'avais fait un audit, on répondait à plus de 90 ou 10%, oui, de mémoire. Et en fait, avec Optime Prothèse, on imprimait la feuille qu'on envoyait après les secrétariats qui, eux, n'avaient pas, par exemple, en ORL, ils n'avaient pas de carte d'implant à donner aux patients. Donc on a fait un peu pareil enfin, désormais on fait un peu pareil. On n'a pas encore bien déployé cette étape-là. C'est un projet quand même pour être vraiment complet, mais, mais on a gardé toutes les cartes implants. En fait, on n'a pas changé ça. On n'a pas voulu les enlever parce que ça fonctionne bien. Et donc on imprime encore que pour le RL typiquement. Euh, et après, on voudrait pouvoir aller plus loin et imprimer, mais là, ça bloque parce qu'effectivement, il y a les services de soins disent que c'est pas à eux de l'imprimer. Euh, Est-ce que c'est à la pharmacie de le faire? On est plutôt loin géographiquement aussi des trucs, donc on serait toujours en décalage, on n'arriverait pas à faire ça. Donc l'idée, ce serait peut-être de les donner au secrétariat pour que il les donne au patient quand il revient en visite de contrôle, à quelques jours pour certaines spécialités ou un mois pour d'autres. Voilà, on réfléchit à ça. Après, pour répondre à une question qu'il y a dans le chat sur le sujet, c'est la fiche de traçabilité, elle est générée par ScanDM. Et ScanDM, en fait, l'envoie en PDF dans le DPI, expertise santé. Et c'est expertise santé après qui l'envoie dans le DMP pour peu que le patient ait accepté un DMP. Donc voilà. On a quand même ce côté-là aussi qui vient en compléter, enfin qui vient en plus des cartes implants. Donc on est plutôt pas mal. Même s'il y a encore des améliorations à faire. Vous partagez, alors on a créé un petit questionnaire de satisfaction pour répondre. Donc, vous pouvez le faire là-dessus ou peut-être aussi sur les présentations qui seront sur les sites des Eumédites. Vous avez un, Vous avez un petit scan, un petit code barre sur lequel vous pouvez vous connecter. Puis il y a quelques questions là pour 2 minutes. Ça nous permet aussi de savoir si le webinaire a répondu à vos attentes, qu'est-ce qu'on peut mettre comme thématique, notamment sur les prochains web-séries, et puis voir au niveau des horaires, tout ça, si on peut améliorer les choses. Donc, si vous pouvez remplir ce questionnaire, ça serait super. Est-ce que Mélanie, tu as quelque chose à ajouter? Rien à ajouter. Je remercie beaucoup les intervenants pour la qualité de leur intervention justement et pour avoir pris le temps de répondre aux différentes questions. Par contre, je vois qu'il y a encore une dernière question qui vient d'apparaître sur les patients en ambulatoire. Peut-être on peut prendre Pour les 2 minutes patients pour la ambulatoires, est-ce traiter. que c'est la même organisation et est-ce que les patients ambulatoires ont leur carte d'implant avant la sortie? Je pense que c'est ça la question. Mm. Est-ce que vous arrivez à avoir une organisation qui permet aux patients ambulatoires d'avoir sa carte d'implant avant la sortie? Alors oui, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est le même principe. Ils ont la possibilité pour le CHU d'Amiens de donner la fiche implant, donc si elle est créée, hein, voilà. Alors normalement, voilà, donc c'est en temps réel, hein, donc quand on fait la traçabilité de pause, eh bien donc l'information elle est générée directement dans Cdstock. En revanche, quand en fait il s'agit d'un dépôt temporaire, et ça c'est rare pour l'ambulatoire, hein, quoique pour l'ostéosynthèse, mais bon, c'est pas une traçabilité obligatoire. Mais je sais qu'en ambu, ils donnent beaucoup les cartes implants qui sont fournies dans le packaging des industriels et le bloc, ils les gardent, ils les jettent pas. Ça, c'est important parce que les jeux de cartes là de la prothèse de hanche ou de genou, bon, quoique les prothèses non, mais c'est surtout, je ne sais pas, l'ostéosynthèse par exemple, elles sont gardées et elles sont remontées au sein de l'UNCA pour pouvoir les transmettre aux patients. La difficulté aujourd'hui, c'est justement quand le code n'est pas créé dans notre base référentielle, hein, contrairement à ITRAS. D'ailleurs, ITRAS, je connais bien et j'aurais bien aimé aussi travailler avec ce logiciel. Malheureusement, le choix n'a pas été porté là-dessus. En tout cas, aujourd'hui, avec les logiciels que nous avons aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de créer. Si on a une possibilité de créer, mais après, nous, on a fait un choix de ne pas l'appliquer parce que nos interfaces partent toujours de Mac 2 vers Cdstock, de Mac 2 vers Gildas et non pas Cdstock Mac 2. Donc, de ce fait-là,
Je ne peux pas faire comme d'autres centres le font, hein. Je sais qu'à Lille, ils le font. Ils créent dans Cédistock des fiches produits de manière à ce que la traçabilité patient soit faite en temps réel. Nous, on n'a pas fait ce choix-là, donc de ce fait-là, c'est un facteur limitant. Voilà. Donc pour l'UMCA, c'est donc, ils ont la possibilité soit la carte implant institutionnelle, soit la carte implant qui est fournie dans le packaging. Voilà. Ken, on t'a perdu. Du tout, du tout. On est dans le même cas. En fait, on utilise, comme je disais, toujours les cartes implants. Et pour l'ophtalmo, ça fonctionnait toujours, enfin, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, on n'a pas changé. Et la carte d'implant part avec le patient du bloc, en fait. Alors, par contre, on n'utilise pas les données qu'on aurait pu capter avec ScanDM. Ça, c'est vrai. C'est un peu un circuit parallèle, quoi. Enfin, il n'y a pas de raison que ce soit pas la même information. C'est l'implant qui est posé, la carte implant qui est dans la boîte, et donc c'est donné par l'infirmière avec le dossier du patient quand il sort du bloc. Donc ça, c'est en ambulatoire, ça fonctionne bien. Enfin, toutes nos cataractes sont ambulatoires, Mm. donc ça marche bien. Après, sur des rares cas comme je disais, l'ORL,